Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La vie littéraire. 4e série. Par Anatole France. Préface. En publiant ce 4e volume de La vie littéraire, je me fais un devoir très doux de remercier le public lettré, de la bienveillance avec laquelle il a reçu les 3 premiers. Je ne mérite point cette faveur, mais si j'en étais digne de quelque manière, ce serait pour avoir donné beaucoup aux sentiments, et rien à l'esprit de système. Je ne sais comment il faudrait appeler exactement ces causeries, et sans doute elles ont trop peu de forme pour avoir un nom. À coup sûr, le terme le plus impropre dont on puisse les désigner, est celui d'article critique. Je ne suis point du tout un critique, et je ne saurais pas manœuvrer les machines à battre, dans lesquelles d'habiles gens mettent la moisson littéraire, pour en séparer le grain de la balle. Il y a des contes de fées, et s'il y a aussi des contes de lettres, c'en sont là plutôt. Tout y est senti. J'y ai été sincère, jusqu'à la candeur. Dire ce qu'on pense est un plaisir coûteux, mais trop vif pour que j'y renonce jamais. Quant à faire des théories, c'est une vanité qui ne me tente point. Ce qui rend défiant en matière d'esthétique, c'est que tout se démontre par le raisonnement. Zénon d'Élée a démontré que la flèche qui vole est immobile. On pourrait aussi démontrer le contraire, bien qu'à vrai dire, ce soit plus malaisé. Car le raisonnement s'étonne devant l'évidence, et l'on peut dire que tout se démontre. Or ce que nous sentons véritable. Une argumentation suivie sur un sujet complexe ne prouvera jamais que l'habileté de l'esprit qui l'a conduite. Monsieur Maurice Barrès a été bien avisé de dire dans un opuscule exquis, ce qui distingue un raisonnement d'un jeu de mots, c'est que celui-ci ne saurait être traduit. Il faut bien que les hommes aient quelques soupçons de cette grande vérité, puisqu'ils ne se gouvernent jamais par le raisonnement. L'instinct et le sentiment les mènent. Ils obéissent à leur passion, à l'amour, à la haine, et surtout à la peur salutaire. Ils préfèrent les religions aux philosophies, et ne raisonnent que pour se justifier de leurs mauvais penchants, et de leurs méchantes actions, ce qui est risible, mais pardonnable. Les opérations les plus instinctives sont généralement celles où ils réussissent le mieux, et la nature a fondé sur celle-là seule la conservation de la vie et la perpétuité de l'espèce. Les systèmes philosophiques ont réussi en raison du génie de leurs auteurs, sans qu'on ait jamais pu reconnaître en l'un d'eux des caractères de vérité qui le fissent prévaloir. En morale, toutes les opinions ont été soutenues, et si plusieurs semblent s'accorder, c'est que les moralistes eurent souci pour la plupart de ne pas se brouiller avec le sentiment vulgaire et l'instinct commun. La raison pure, s'ils n'avaient écouté qu'elle, les eût conduits par divers chemins aux conclusions les plus monstrueuses, comme il se voit en certaines sectes religieuses, et en certaines hérésies dont les auteurs, exaltés par la solitude, ont méprisé le consentement irréfléchi des hommes. Il semble qu'elle raisonna très bien, cette docte caïnite, qui, jugeant la création mauvaise, enseignait aux fidèles à offenser les lois physiques et morales du monde, sur l'exemple des criminels, et préférablement à l'imitation de Caïn et de Judas. Elle raisonnait bien. Pourtant, sa morale était abominable. Cette vérité sainte et salutaire se trouve au fond de toutes les religions, qu'il est pour l'homme un guide plus sûr que le raisonnement, et qu'il faut écouter le cœur quand il parle. En esthétique, c'est-à-dire dans les nuages, on peut argumenter plus et mieux qu'en aucun autre sujet. C'est en cet endroit qu'il faut être méfiant. C'est là qu'il faut tout craindre, l'indifférence comme la partialité, la froideur comme la passion, le savoir comme l'ignorance, l'art, l'esprit, la subtilité et l'innocence plus dangereuses que la ruse. En matière d'esthétique, tu redouteras les sophismes, surtout quand ils seront beaux, et il s'en trouve d'admirables. Tu n'en croiras pas même l'esprit mathématique, si parfait, si sublime, mais d'une telle délicatesse que cette machine ne peut travailler que dans le vide, et qu'un grain de sable dans les rouages suffit à les fausser.
On frémit en songeant jusqu'où ce grain de sable peut entraîner une cervelle mathématique. Pensez à Pascal. L'esthétique ne repose sur rien de solide. C'est un château en l'air. On veut l'appuyer sur l'éthique. Mais il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de sociologie. Il n'y a pas non plus de biologie. L'achèvement des sciences n'a jamais existé que dans la tête de M. Auguste Comte, dont l'œuvre est une prophétie. Quand la biologie sera constituée, c'est-à-dire dans quelques millions d'années, on pourra peut-être construire une sociologie. Ce sera l'affaire d'un grand nombre de siècles, après quoi, il sera loisible de créer sur des bases solides une science esthétique. Mais alors notre planète sera bien vieille, et touchera au terme de ses destins. Le Soleil, dont les taches nous inquiètent déjà, non sans raison, ne montrera plus à la Terre qu'une face d'un rouge sombre et fuligineux, à demi couverte de scories opaques, et les derniers humains, retirés au fond des mines, seront moins soucieux de disserter sur l'essence du beau, que de brûler dans les ténèbres leurs derniers morceaux de houille, avant de s'abîmer dans les glaces éternelles. Pour fonder la critique, on parle de tradition et de consentement universel. Il n'y en a pas. L'opinion presque générale, il est vrai, favorise certaines œuvres. Mais c'est en vertu d'un préjugé, et nullement par choix, et par l'effet d'une préférence spontanée. Les œuvres que tout le monde admire, sont celles que personne n'examine. On les reçoit comme un fardeau précieux, qu'on passe à d'autres sans y regarder. Croyez-vous vraiment qu'il y ait beaucoup de liberté dans l'approbation que nous donnons aux classiques grecs, latins, et même aux classiques français? Le goût aussi qui nous porte vers tel ouvrage contemporain, et nous éloigne de tel autre, est-il bien libre? N'est-il pas déterminé par beaucoup de circonstances étrangères au contenu de cet ouvrage, dont la principale est l'esprit d'imitation, si puissant chez l'homme et chez l'animal? Cet esprit d'imitation nous est nécessaire pour vivre sans trop d'égarement, nous le portons dans toutes nos actions, et il domine notre sens esthétique. Sans lui, les opinions seraient en matière d'art beaucoup plus diverses encore qu'elles ne sont. C'est par lui qu'un ouvrage qui, pour quelque raison que ce soit, a trouvé d'abord quelques suffrages, en recueille ensuite un plus grand nombre. Les premiers seuls étaient libres, tous les autres ne font qu'obéir. Ils n'ont ni spontanéité, ni sens, ni valeur, ni caractère aucun. Et par leur nombre, ils font la gloire. Tout dépend d'un très petit commencement. Aussi voit-on que les ouvrages méprisés à leur naissance ont peu de chances de plaire un jour, et qu'au contraire, les ouvrages célèbres dès le début gardent longtemps leur réputation, et sont estimés encore après être devenus inintelligibles. Ce qui prouve bien que l'accord est le pur effet du préjugé, c'est qu'il cesse avec lui. On en pourrait donner de nombreux exemples. Je n'en rapporterai qu'un seul. Il y a une quinzaine d'années, dans l'examen d'admission au volontariat d'1 an, les examinateurs militaires donnèrent pour dictée aux candidats une page sans signature, qui, citée dans divers journaux, y fut raillée avec beaucoup de verve, et excita la gaieté de lecteurs très lettrés. Où ces militaires, demandait-on, étaient-ils allés chercher des phrases si baroques et si ridicules? Ils les avaient prises pourtant dans un très beau livre. C'était du Michelet, et du meilleur, du Michelet du plus beau temps. Et même, les officiers avaient tiré le texte de leur dictée, de cette éclatante description de la France par laquelle le grand écrivain termine le premier volume de son histoire, et qui en est un des morceaux les plus estimés. En latitude, les zones de la France se marquent aisément par leurs produits. Au nord, les grasses et basses plaines de Belgique et de Flandre avec leurs champs de lin et de colza, et le houblon, leurs vignes amères du nord, etc., etc. J'ai vu des connaisseurs rire de ce style, qu'ils croyaient celui de quelques vieux capitaines. Le plaisant qui riait le plus fort était un grand zélateur de Michelet. Cette page est admirable, mais pour être admirée d'un consentement unanime, faut-il encore qu'elle soit signée. Il en va de même de toute page écrite de main d'homme. Par contre, ce qu'un grand nom recommande
a chance d'être loué aveuglément. Victor Cousin découvrait dans Pascal des sublimités qu'on a reconnues être des fautes du copiste. Il s'extasiait par exemple sur certains raccourcis d'abîme qui proviennent d'une mauvaise lecture. On n'imagine pas Monsieur Victor Cousin admirant des raccourcis d'abîme chez un de ses contemporains. Les rhapsodies d'un Vrain Lucas furent favorablement accueillies de l'Académie des sciences sous les noms de Pascal et de Descartes. Ossian, quand on le croyait ancien, semblait l'égal d'Homère. On le méprise depuis qu'on sait que c'est Macpherson. Lorsque les hommes ont des admirations communes, et qu'ils en donnent chacun la raison, la concorde se change en discorde. Dans un même livre, ils approuvent des choses contraires, qui ne peuvent s'y trouver ensemble. Ce serait un ouvrage bien intéressant que l'histoire des variations de la critique sur une des œuvres dont l'humanité s'est le plus occupée, Hamlet, la Divine Comédie ou l'Iliade. L'Iliade nous charme aujourd'hui par un caractère barbare et primitif, que nous y découvrons de bonne foi. Au XVIIe siècle, on louait Homère d'avoir observé les règles de l'épopée. Soyez assurés, disait Boileau, que si Homère a employé le mot chien, c'est que ce mot est noble en grec. Ces idées nous semblent ridicules. Les nôtres paraîtront peut-être aussi ridicules dans 200 ans, car enfin on ne peut mettre au rang des vérités éternelles qu'Homère est barbare, et que la barbarie est admirable. Il n'est pas en matière de littérature une seule opinion qu'on ne combatte aisément par l'opinion contraire. Qui saurait terminer les disputes des joueurs de flûte? Ce volume fut envoyé à l'imprimerie par mon éditeur, par mon ami très écouté et très vénéré, Monsieur Kalman Levy, que nous avons eu le malheur de perdre au mois de juin dernier. Monsieur Ernest Renan et Monsieur Ludovic Lévy ont dit de cet homme de bien, dans un langage parfait, tout ce qu'il fallait dire, et je me tairais après eux si mon devoir n'était de porter témoignage à mon tour. Monsieur Kalman Levy succéda, en 1875, dans la direction de la maison de librairie à son frère Michel, dont il était l'associé depuis l'année 1844. Cette maison demeura prospère et s'accrut encore entre ses mains. Aujourd'hui, elle édite ou réimprime chaque année plus de 2 millions de volumes ou de pièces de théâtre. Monsieur Kalman Levy fut en relation avec presque tous les écrivains célèbres de ce temps. Il vécut en commerce intime avec Guizot, Victor Hugo, Tocqueville, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas, Mérimée, Ampère, Octave Feuillet, Sandeau, Murger, Nisard, le duc d'Aumale, le duc de Broglie, le comte de Sonville, Prévost-Paradol, Alexandre Dumas fils, Ludovic Lévy, et tant d'autres dont le dénombrement remplirait plusieurs pages de ce livre. Je dois du moins indiquer les relations particulièrement cordiales qu'il entretenait avec Monsieur Ernest Renan. C'était un legs de Michel Lévy. Monsieur Renan a raconté dans ses souvenirs, non sans charme, sa première rencontre avec l'éditeur auquel il est resté fidèle. Ces rapports excellents se continuèrent plus cordialement encore avec Monsieur Kalman, devenu, par la mort de son frère aîné, le chef unique de la maison. Monsieur Kalman Levy était l'homme le plus sympathique. Il portait en toute chose une extrême vivacité, alliée à une bonté exquise. Je crois bien qu'il était aimé de tous ceux qui le connaissaient. Il avait l'esprit des grandes affaires, et son attention infatigable ne négligeait pas les plus petites choses. Nous aimions son bon rire, sa gaieté, sa franchise et jusqu'à sa brusquerie. Car dans sa brusquerie même, il gardait toute la délicatesse de son cœur. Il était sûr, fidèle, obligeant. Il aimait à faire plaisir. Et tout engagé qu'il était dans de vastes entreprises, il s'intéressait aux moindres affaires de ses amis. Un grand éditeur est une sorte de ministre des belles-lettres. Il doit avoir les qualités d'un homme d'État. Monsieur Kalman Levy possédait ces qualités. Il était toujours bien informé. Il connaissait admirablement, à son point de vue, toute la littérature contemporaine. Il savait sur le bout du doigt ses auteurs et leurs livres.
Il faisait preuve d'un tact parfait dans ses relations avec les hommes de lettres. Avec une entière bonhomie, il saisissait les nuances les plus fines. Il était admirable pour contenter les grands et pour encourager les petits. En vérité, c'était un bon ministre des lettres. Mais ce qui donnait un charme singulier à son mérite, c'était la modestie avec laquelle il le portait. Cette modestie était profonde et naturelle. On ne vit jamais au monde un homme plus simple, moins ébloui de sa fortune. Il avait gardé la candeur des enfants, dans la société desquels il se plaisait aux heures de repos. Nulle affectation chez cet homme excellent, et s'il s'arrêtait avec complaisance sur quelque endroit honorable de sa vie, cet endroit était celui des débuts laborieux, où il avait, par son zèle, secondé son frère Michel. Le seul orgueil qu'il montra parfois, était celui de ses obscurs commencements. Ce n'est pas ici le lieu de le peindre dans sa famille, où il déploya les plus belles vertus domestiques. Il ne m'appartient pas de le montrer comme un patriarche, à sa table couronnée d'enfants et de petits-enfants. Les regrets qu'il y laisse ne s'effaceront jamais. Mais il me sera peut-être permis de dire ce qu'il fut pour moi. Il me sera permis de payer ma dette à sa mémoire. Kalman Levy m'accueillit dans mon obscurité, me soutint, tenta 1000 fois, avec des gronderies charmantes, de secouer ma paresse et ma timidité. Il souriait à mes humbles succès. Il était plus un ami qu'un éditeur. Bien d'autres lui rendront un semblable témoignage. Pour moi, c'est du plus profond de mon cœur que je m'associe à la douleur incomparable de sa veuve et de ses fils, ainsi qu'au regret profond de tous ses collaborateurs. Le lendemain même de la mort de M. Kalman Levy, M. Ludovic Levy écrivait ces lignes que je veux citer. Kalman Levy est un des hommes les meilleurs, les plus intelligents, les plus droits que j'ai jamais connus. Resté jeune jusqu'à la dernière heure de sa vie, il possédait cette grande vertu sans laquelle la vie n'a véritablement aucun sens, la passion du travail. On peut dire qu'il a eu 2 familles. Sa famille de cœur d'abord, sa femme, ses fils, sa fille, ses petits-enfants, tous si tendrement aimés par lui. Et comme cette tendresse lui était rendue. Puis ce que j'appellerais sa famille de travail, ses collaborateurs de la rue Aubert. Il y avait plaisir à le voir, allant et venant dans cet immense magasin de librairie, parmi ces montagnes de livres, au milieu de ses employés. Il était vraiment pour eux le patron, dans le vieux sens, dans le bon sens du mot. D'ailleurs, il en était des employés comme des auteurs, il quittait bien rarement la maison. J'ai vu arriver, il y a une 30aine d'années, dans la librairie de la rue Vivienne, des enfants qui rangeaient des livres et faisaient des paquets. Je les vois aujourd'hui, rue Aubert, grisonnants et devenus, dans des situations importantes, des hommes tout à fait distingués. Et cela, grâce à celui qu'il continuait à appeler le patron. Plus heureux que son frère Michel qui n'avait pas d'enfant, Kalman Levy a eu la joie de pouvoir se dire, en regardant ses 3 fils, que son œuvre serait dignement continuée par ceux qui portent son nom. Il ne pouvait être en de meilleures mains, cet héritage d'un demi-siècle de travail et d'honneur. C'est de tout cœur que je m'associe aux sentiments si bien exprimés par M. Ludovic Levy. Je le fais avec quelque autorité et quelque connaissance, étant déjà ancien dans la copie et dans les livres. Du vivant de M. Kalman Levy, j'ai vu ses 3 fils le seconder en son vaste et délicat travail d'éditeur. J'ai vu M. Paul Kalman, formé dès l'enfance par l'oncle Michel, et depuis longtemps rompu aux affaires, suppléer, avec ses 2 jeunes frères, le vieux chef que nous regrettons, mais qui revit dans ses enfants. Je sais par expérience, combien et même Paul, Georges et Gaston Kalman Levy sont d'un commerce agréable et sûr. Certes, l'héritage de travail et d'honneur laissé par leur père, ne saurait être mieux placé qu'en leurs mains. A.F. Mai 1892. Fin du chapitre. Chapitre 1, Madame Ackerman.
J'ai eu l'honneur de connaître Madame Ackermann, qui vient de mourir. Je la voyais à ses échappées de Nice, l'été, dans sa petite chambre de la rue des Feuillantines, qu'emplissait l'ombre et le reflet pâle des grands arbres. C'était une vieille dame d'humble apparence. Le grossier tricot de laine, qui enveloppait ses joues, cachait ses cheveux blancs, dernière parure, qu'elle dédaignait comme elle avait dédaigné toutes les autres. Sa personne, sa mise, son attitude annonçaient un mépris immémorial des voluptés terrestres, et l'on sentait dès l'abord que cette dame avait été brouillée de tout temps avec la nature. « Quoi » s'écria M. Paul Desjardins, quand un jour on la lui montra qui passait dans la rue, « c'est là Madame Ackermann. Elle ressemble à une loueuse de chaises. » Et il est vrai qu'elle ressemblait à une loueuse de chaises. Mais elle pensait fortement, et son âme audacieuse s'était affranchie des vaines terreurs qui dominent le commun des hommes. Louise Choquet fut élevée à la campagne. Ses meilleurs moments, elle nous l'a dit, étaient ceux qu'elle passait, assise dans un coin du jardin, à regarder les moucherons, les fourmis, et surtout les cloportes. Comme beaucoup d'enfants intelligents, elle eut grand-peine à apprendre à lire. Le catéchisme la rendit à moitié folle d'épouvante. Quand elle fut un peu grande, un bon prêtre se donna beaucoup de peine pour lui expliquer la doctrine chrétienne. Elle suivit cet enseignement avec une extrême attention. Quand il fut terminé, elle avait cessé de croire tout à fait, et pour jamais. Orpheline de bonheur, elle alla vivre à Berlin, chez des hôtes excellents, où elle connut Alexandre de Humboldt, Varnhagen, Jean Muller, Buch, des savants, des philosophes. Son esprit était déjà formé, et son intelligence armée. Il y avait déjà en elle ce pessimisme profond qui a éclaté depuis. Là, elle fut aimée d'un doux savant, nommé Ackermann, qui faisait des dictionnaires et rêvait le bonheur de l'humanité. Elle consentit à l'épouser après s'être assurée qu'il pensait comme elle que la vie est mauvaise, et que c'est un crime de la donner. Après 2 ans d'une union tranquille, Ackermann mourut sur ses livres, et sa veuve se retira à Nice, dans un ancien couvent de dominicains, encore divisé en cellules. Elle y fit bâtir une tour, d'où elle découvrait le golfe bleu et les cimes blanches des montagnes du Piémont. C'est là qu'elle est morte, après 44 ans de solitude. Chaque matin, comme le vieux Rollin dans sa maison de Saint-Étienne-du-Mont, elle allait voir, en se levant, comment ses arbres fruitiers avaient passé la nuit. De temps en temps, dans la paix de ses jours monotones, elle écrivait ces vers désespérés qui lui survivent. Pas de vie plus unie que la sienne. Cette audacieuse mena l'existence la plus régulière. Je puis être hardie dans mes spéculations philosophiques, disait-elle, mais en revanche, j'ai toujours été extrêmement circonspecte dans ma conduite. Cela se comprend d'ailleurs. On ne commet guère d'imprudence que du côté de ses passions. Or, je n'ai jamais connu que celle de l'esprit. Tout son bonheur au monde, et son unique sensualité furent de voir fleurir ses amandiers, et de causer de Pascal avec M. Ernest Havet. Sans demander aucune aide au ciel, elle exerça les vertus de ces saintes femmes, de ces veuves voilées que célèbre l'Église. Naturellement, elle était d'une pudeur farouche. L'idée seule d'une faiblesse des sens lui faisait horreur, et elle s'éloignait avec dégoût des personnes qu'elle soupçonnait d'être trop attachées aux choses de la chair. Quand elle avait dit d'une femme, elle est instinctive, c'était un congé définitif. Elle avait même à cet endroit des rigueurs inconcevables. Il lui arriva de se brouiller avec une amie d'enfance, parce que la pauvre dame, âgée alors de plus de 60 ans, avait un jour, assise au coin du feu, passé les pincettes à un très vieux monsieur, d'une manière trop sensuelle. J'étais là, quand la chose advint. Il me souvient qu'on parlait de Kant, et de l'impératif catégorique. Pour ma part, je ne vis rien que d'innocent dans les 2 vieillards et dans les pincettes. La dame du coin du feu n'en fut pas moins chassée sans retour. Madame Ackermann l'avait jugée instinctive. Elle n'en démordit point. Madame Ackermann était capable d'une sorte d'amitié droite et simple. Elle s'était fait pour ses vacances parisiennes une famille d'esprit.
Comme toutes les belles âmes, elle aimait la jeunesse. Le docteur Pozzi et Monsieur Joseph Reynard n'ont pas oublié le temps où elle les appelait ses enfants. Chaque fois que quelqu'un de ses jeunes amis se mariait, elle était désespérée. Et pour elle, bien qu'elle y eût passé jadis assez doucement, mais sous condition, le mariage était le mal et le pire mal, car sa candeur n'en soupçonnait pas d'autre. Elle était philosophe, l'innocence des philosophes est insondable. À son sens, un homme marié était un homme perdu. Songez donc. Les femmes, même les plus honnêtes, sont tellement instinctives. Elle frissonnait à cette seule pensée. Ceux qui ne l'ont point connue ne sauront jamais ce que c'est qu'une puritaine athée. Et pourtant, au repli profond du cœur, aux contradictions secrètes de l'âme, je crois qu'au fond d'elle-même, et bien à son insu, cette dame avait quelque préférence pour les mauvais sujets. En poésie du moins. Elle était folle de Musset. Enfin cette obstinée contemptrice de l'amour, un jour, à l'ombre de ses orangers, a écrit cette pensée dans le petit cahier où elle mettait les secrets de son âme. Amour, on a beau t'accuser et te maudire, c'est toujours à toi qu'il faut aller demander la force et la flamme. Comme tous les solitaires, elle était pleine d'elle-même. Elle ne savait qu'elle, et se récitait sans cesse. Elle allait portant dans sa poche une petite autobiographie manuscrite qu'elle lisait à tout venant, et qu'elle finit par faire imprimer. Ses plus beaux vers insérés dans la revue moderne avaient passé inaperçus. C'est un article de Monsieur Caro qui les fit connaître tout d'un coup. Elle eut depuis lors un groupe d'admirateurs fervents. J'en faisais partie, mais sans m'y distinguer. Sa poésie me donnait plus d'étonnement que de charme, et je ne sus pas la louer au-delà de mon sentiment. Elle était sensible à cet égard, et comme elle avait le cœur droit et l'esprit direct, elle me dit un jour : « Que trouvez-vous donc qui manque à mes vers, pour que vous ne les aimiez pas ?» Je lui avouai que tout beaux qu'ils étaient, ils m'effrayaient un peu, dans leur grandeur aride. Je m'en excusais sur ma frivolité naturelle. Comme les enfants, lui dis-je, j'aime les images et vous les dédaignez. C'est sans doute avec raison que vous n'en avez pas. Elle demeura un moment stupéfaite. Puis, dans l'excès de l'étonnement, elle s'écria : « Pas d'image. Que dites-vous là ? Je n'ai pas d'image, mais j'ai l'esquif. L'esquif, n'est-ce pas une image ? Et celle-là ne suffit-elle pas à tout ? L'esquif sur une mer orageuse, l'esquif sur un lac tranquille. Que voulez-vous de plus ? Oui, certes, elle avait l'esquif, cette bonne Madame Ackermann. Elle avait aussi l'écueil et les autans, le vallon, le bosquet, l'aigle et la colombe, et le sein des airs, et le sein des bois, et le sein de la nature. Sa langue poétique était composée de toutes les vieilleries de son enfance. Et pourtant ses vers aux formes usées, aux couleurs pâlies, s'imprimèrent fortement dans les esprits d'élite. Cette poésie retentit dans les âmes pensantes. Cette muse sans parure et presque sans beauté s'assit en préférée au foyer des hommes de réflexion et d'étude. Pourquoi ? Certes, ce n'est pas sans raison. Madame Ackermann apportait une chose si rare en poésie, qu'on la crut unique, le sérieux, la conviction forte. Cette femme exprima dans sa solitude, avec une sincérité entière, son idée du monde et de la vie. À cet égard, je ne vois que Monsieur Sully Prudhomme, qui puisse lui être comparé. Elle fut comme lui, avec moins d'étendue dans l'esprit, mais plus de force, un véritable poète-philosophe. Elle eut la passion des idées. C'est par là qu'elle est grande. Soit qu'elle nous montre au jugement dernier les morts refusant de se lever à l'appel de l'ange et repoussant même le bonheur quand c'est Dieu, l'auteur du mal, qui le leur apporte, soit qu'elle dise à ce Dieu : « Tu m'as pris celui que j'aimais, comment le reconnaîtrai-je quand tu en auras fait un bienheureux ? Garde-le, j'aime mieux ne le revoir jamais. » Soit qu'elle crie à la nature : « En vain tu poursuis ton obscur idéal à travers tes créations infinies, tu n'enfanteras jamais que le mal et la mort. » Elle fait entendre l'accent d'une méditation passionnée. Elle est poète par l'audace réfléchie du blasphème.
tous les plis mal faits du discours tombent, l'on ne voit plus que la robuste nudité, et le geste sublime de la pensée. On admire, on est ému, on ressent une effrayante sympathie, et l'on murmure cette parole. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.